Bonjour chers amis, je vais peut-être vous faire aujourd'hui un message qui sera quelque peu historique et qui se rapportera à ce que je dis souvent au sujet de l'agonie qu'il ne faut pas prolonger, l'agonie du système qu'il ne faut pas prolonger. Je dis souvent qu'il vaut mieux que les saboteurs que nous avons à la tête des États poursuivent leur travail plutôt que de se battre contre eux et faire en sorte que cette agonie perdure. Alors je vais vous développer un propos en reprenant un échange d'emails que j'ai reçu et auquel j'ai participé. Alors tout d'abord, vous voyez à l'écran, quelqu'un nous explique que François Hollande est un voleur, tout simplement, et bénéficie de toutes sortes d'avantages dont il ne devrait pas bénéficier. Donc on se fait la laine fraîche, c'est tout simplement voler le contribuable que de toucher tout ce qu'il touche. Donc tout ça c'est expliqué. Très bien, on le sait. Et à cela, quelqu'un demande, la question est, quel droit appliquer à ce cas? Puis quelqu'un répond, article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Vous connaissez cet adage. Puis un message d'un autre monsieur qui dit, le législateur fait les lois, fait la loi, fait sa loi. Le défaut de notre modèle de représentativité, absence de contrôle du citoyen. Notre confiance en nos élus est une erreur que nous devrions corriger dans le renouveau démocratique souhaité. Voici donc ce que je réponds dans mon email de réponse. Bonjour amis. D'une part, les avantages indus ou l'argent volé procèdent d'un système vicieux et non seulement de personnes. C'est encore et toujours ce système révolutionnaire, voire ma note en post-scriptum ci-dessous. Si le système est mauvais, il produit de mauvais comportements. S'il est bon, il produit de bons comportements. Il ne faut donc pas s'arrêter à ces méfaits, qui ne sont que la partie émergée d'un vice profond. Il faut s'intéresser au système et dire si vous le gardez ou, comme nous, le changer. Par ailleurs, vous voyez que l'article 4, que mentionne la personne de tout à l'heure, celui de la Déclaration des droits de l'homme, semble répondre à une difficulté, mais n'y répond pas en fait. L'article de la Déclaration enferme la réponse dans une dimension strictement juridique. La liberté s'arrête au pied d'autrui, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de limiter la liberté d'autrui. Ce serait joli si on s'en tenait au domaine juridique. Tant que je ne vole pas autrui, je fais ce que je veux. Mais cette assertion ne peut définir la liberté. C'est une affirmation juridique. La liberté, au contraire, va beaucoup plus loin et n'a en fait presque aucune limite, si ce n'est justement la limite de la loi. Prenons l'image de la conduite automobile. Ma liberté ne s'arrête pas à la limitation de vitesse à 90 sur la nationale. Elle me permet d'aller absolument n'importe où, avec ma voiture, tant que mon réservoir d'essence est plein. La liberté va bien au-delà de « tu ne nuiras point à autrui », qui est basique. Mieux, elle peut consister au contraire à entrer en communion avec autrui et de là augmenter sa liberté de la mienne. J'augmente sa liberté avec ma liberté. De nos deux libertés, nous pouvons faire une liberté plus grande. Or, l'article ne dit pas cela et renvoie chacun à sa liberté individuelle, juridique. Il n'y a pas ici tout un peuple qui prend sa liberté collectivement. Car quid de la liberté du peuple? La loi ne prévoit pas que la liberté du peuple est à prendre en considération quand on est un président de la République. Le droit coutumier donne toutes les libertés, tandis que le droit légal concerne le cas spécifique de l'individu commettant une faute vis-à-vis d'autrui. Et c'est logique. Il est évident que nous n'avons pas créé un droit qui va concerner un ensemble de gens. Sinon, on entrerait dans des dimensions autoritaires, voire totalitaires. Mais vous devez faire le distinguo dans votre esprit. Vous voyez donc que cette matrice juridiciste, entre guillemets, est fallacieuse et réductrice. Pourquoi? Et pour plusieurs raisons. Et la première est celle-ci. Vous regardez la faute commise par Hollande dans une perspective de droit légal, alors que vous oubliez le droit coutumier selon lequel, même si vous respectez la loi, vous lésez le peuple qui vous a élu. C'est là que vous vous enfermez vous-même dans un tout petit bout du droit et vous privez du moyen de résoudre le problème. Car selon le droit légal et les mauvais usages des présidents, Hollande peut dire « Moi, François Hollande, ayant été président, je suis un peu hors de ces textes qui sont faits pour le citoyen, alors que je suis quand même un peu au-dessus. » Et de fait, le statut de l'élu est privilégié. Mais même s'il ne l'était pas, ça ne changerait rien. La vision du droit, telle que décrit dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et dans les règlements et jurisprudences entourant plus ou moins clairement le statut du président de la République, rendent possible de le contourner. Et c'est ce qui se passe. Personne n'invoque le droit coutumier.
grossière erreur. Selon le droit coutumier, le chef ne peut léser les gens dont il ressort, ou alors il est déposé. Et je vous le dis, je vous le répète, le problème aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on recourt contre des méfaits, on oublie le droit coutumier. C'est pareil quand il y a un procès contre les laboratoires pharmaceutiques empoisonneurs. À chaque fois, on en passe par le droit légal. Moi, à titre personnel, j'ai été lésé. Donc, j'estime que le laboratoire me doit tant. Alors, le laboratoire va dire, bah oui, mais non, attendez, je conteste si cela, tel effet n'est pas applicable dans votre cas parce que ceci, cela. En revanche, si on considérait l'ensemble des gens qui sont lésés dans une perspective de droit coutumier, c'est-à-dire le laboratoire est censé faire un bien commun général, avec éventuellement ici ou là un accident, ce qui est tolérable dans une certaine mesure. Disons 1 pour 1 million, une personne chez qui il y a un effet secondaire chez 1 pour 1 million, on peut admettre cela parce que l'erreur est humaine. À ce moment-là, si vous dites droit coutumier et donc le laboratoire doit à tout prix faire un bien global et général, sans quoi il n'a pas de raison d'exercer son activité, à ce moment-là, vous changez complètement de perspective. Vous changez, en fait, non pas seulement de partition, mais de direction d'orchestre. Vous changez de postulat, en fait. Et c'est pour ça que, vous voyez, je m'approche petit à petit de ma conclusion, qui renvoie au renversement. Tant que vous restez dans cette matrice, vous ne pouvez pas en sortir, par définition. Et donc, vous ne voyez pas quelle est l'étape suivante. Vous vous débattez comme des poissons dans un aquarium. En outre, la vision juridiciste de la liberté éloigne de la vision philosophique. Quand on est attaché profondément à quelque chose, on y tient tant qu'on ne le viole pas. On y tient tellement, si vous préférez ce mot, on y tient tellement qu'on ne le viole pas. Quand on n'est limité que par une loi, on n'est pas gêné de le violer. Ou de la violer, cette chose. Voyez-vous ? Il y a tout à fait une différence considérable entre moi je respecte la loi, il n'y a pas de problème, même si j'ai triché du point de vue juridique, il n'y a pas de problème, et puis il y a moi, chef de cette nation, j'ai profondément en horreur toute espèce de vol, je m'aperçois qu'effectivement je touche davantage que je ne devrais, et donc je remets cette somme que j'ai perçue indûment, je la rends au peuple. Parce qu'il serait profondément imprégné de cette notion. Un avocat habile contourne le droit. Un bon avocat aime le droit. C'est toute la différence. Un mauvais avocat défendra la mauvaise foi de son client, tandis qu'un bon l'amènera à réviser sa position en faveur de la communauté tout entière. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais si le justiciable est jugé par un mauvais tribunal dans un mauvais système, doit-il se prévaloir du bien commun ? Non, car il se fera massacrer par le juge. Il est obligé de mentir, c'est ce que je dis souvent à des personnes. Souvent, je leur dis, ne soyez pas de bonne foi, vous allez vous faire massacrer. Vous n'êtes pas dans un système de bonne foi, lui. Donc, vous devez vous débrouiller pour ne pas vous faire coincer. Il faut échapper. Votre devoir, c'est de sauver votre peau parce que vous avez des enfants. Et ces enfants, ils seront placés et vous irez en prison, vous serez séparés, etc. Donc, vous êtes dans l'obligation de mentir, en l'occurrence, pour vous défendre. Enfin, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas. D'accord ? Donc, c'est le système, en fait, qu'il faut changer. La définition de l'article 4 de la DHC amène à une habileté de l'exercice de la liberté et non à un attachement et un amour de la liberté. Hollande, il se prévaut de l'exercice habile d'une liberté juridique et il n'a pas d'attachement et un amour de la liberté du peuple qui dépend de l'argent qu'il devrait recevoir. Autrement dit, la DDHC ramène l'homme à des choix, cela renvoie vers le droit et non à un attachement foncier. Cela nous renvoie à quel droit appliquer à ce cas, comme le demande une personne précédemment. Dans un système mauvais comme le nôtre, je reprends la question, cela nous renvoie à quel droit appliquer à ce cas, ce vol de François Hollande. Eh bien, dans un système mauvais comme le nôtre, vous aurez toujours de ces vilainies. Les intouchables font ce qu'ils veulent. Parce que le droit s'arrête au pied des apparatchiks qui tiennent le système. Vous voyez ? C'est un peu comme l'histoire de la liberté qui s'arrête au pied d'autrui. Bah oui, le droit, il s'arrête au pied de François Hollande, parce qu'il est président de la République. Vous voyez bien le lien à l'article 4. La loi, dans ce cas, ne concerne que les gueux.
les puissants peuvent passer au-dessus, puisque le système est mauvais. C'est le système qui permet ça. Et qui génère cela, et qui fait que le chef de la nation n'est pas attaché viscéralement au vrai droit. Et donc vous n'obtiendrez pas gain de cause. Mais même si vous finissiez par obtenir gain de cause après 20 ans de poursuite en cassation, et puis au Conseil d'État, puis à la Cour européenne, d'une part, vous n'obtiendriez qu'un petit blâme, peut-être, pour ces gens qui n'iraient pas en prison, mais surtout, la peine que vous auriez endurée avec le temps que vous y auriez passé, vous aurait coûté davantage que le dol que vous subissez aujourd'hui. Ainsi, il faut dire que la justice qui se prononce trop tard ne rend pas justice, mais aggrave le dol. Bref, tout cela, c'est raisonner à l'intérieur de ce système, et tant qu'on reste enfermé dans ce système, y compris la Déclaration des droits de l'homme limitative, on n'en sort pas. Cet échange de messages témoigne que les esprits regardent là où il ne faudrait pas. Ils sont encore peu ou prou conformés à ce système. Et je vois aussi que ceux qui veulent rompre avec ce système en veulent un autre, qui ne sera pas meilleur, avec des velléités qui restent encore et toujours révolutionnaires. Par exemple, des gens qui disent « j'en ai marre de ces voleurs politiques, ces Hollande, ces Macron, etc. Il faut qu'on fasse une constitution dans laquelle ces gens-là ils seront envoyés devant le plateau d'exécution, ou alors qu'on puisse s'en débarrasser, ou que le peuple ait raison et puisse se venger, ou faire toutes les lois, et lui seul, et qu'il n'y ait aucun représentant en aucun cas, et que le peuple est souverain, il est le roi, il fait les lois, il fait tous les règlements, il fait tout en fait, et ainsi tout ira mieux. Eh bien, avec cette absence de discernement, on retrouve un système qui est comparable à celui d'aujourd'hui, en probablement pire, puisqu'il amènera encore plus de méfaits, du fait qu'il est moins fin encore que le système actuel, qui lui-même est imparfait comme je vous l'ai montré. Donc il ne faut pas aller vers un système plus grossier, il faut aller vers un système qui résorbe complètement cela et qui nous fasse sortir de l'ancien système. Et pour sortir de l'ancien système, il faut être, je le répète, extrêmement prudent et ne pas se presser de faire des constitutions comme j'en vois circuler plein et qui sont toutes, en réalité, beaucoup plus mal faites que celles que nous avons aujourd'hui, en France en tout cas, en République française. Celle de 1958 est beaucoup plus fine que tout ce que je vois pour l'instant. Et pourtant, celle de 58 ne fait pas l'affaire comme je voulais un petit peu suggérer précédemment. Tant qu'on n'est pas formé, le passage ne se fait pas. Vous voyez, ces échanges de messages montrent qu'on est encore englué là-dedans. La contre-révolution intellectuelle n'est pas opérée. Je comprends d'ailleurs que c'est ce qui fait que tout le monde n'a pas encore passé ce cap et ne comprend pas qu'il faut changer de système. Cet échange témoigne que les esprits sont encore enfermés dans de mauvais postulats et il s'agit d'en sortir. Et donc j'ai mis en post-scriptum juste après cela, PS, dans Pensée à cocher de la prison d'Occident, vous lirez ceci. Il y a dès le départ un principe de destruction qui est le principe révolutionnaire même. Le principe révolutionnaire, et il s'agit que ceux qui l'ignorent l'apprennent, car peu le savent, est in fine la destruction du bien, du beau, du vrai, puis de la loi naturelle, et donc à terme du vivant. Si la révolution a du génie, c'est dans sa connaissance parfaite de ce qu'il faut abattre pour la victoire totale et définitive du chaos. Puis, un peu plus loin, dans le livre, la révolution n'est pas un phénomène historique fini, elle court encore et parcourt le monde. Dans les années 30, les théoriciens communistes russes disaient textuellement « Nous sommes la première vague vraiment révolutionnaire. En face, à l'étranger, il y a une réaction. Il est inutile de lancer de trop vastes opérations révolutionnaires chez nos ennemis, car cela renforcerait leur habitude de lutter contre nous. » Moscou éliminait physiquement de nombreux agents communistes efficaces en Europe, de temps en temps, pour freiner le processus. Il y avait même une collaboration active avec Berlin pour aider à éliminer des militants communistes allemands. Il faut attendre, continuait-il, que la réaction passe, qu'elle ne soit plus aussi vive, qu'elle ne soit plus à la mode pour ensuite lancer un plus grand assaut encore. Peu importe que cela attende 10, 20 ou encore 50 ans, ou même 100. Quand nos ennemis auront avalé le premier poison révolutionnaire, on passera à la phase suivante avec un poison plus dangereux encore. Vous comprenez ce qui est dit là? Quand dans ce message quelqu'un dit « j'en ai marre que François Hollande vole », il faut absolument qu'on ait un texte qui permette de le mettre en prison. Il est toujours dans le système, dans ce système-là, et ça n'empêchera absolument pas le système de continuer à opérer par ailleurs, sur un autre plan, pour continuer à nous bouffer. La seule solution,
quand on en est à ce stade et qu'on voit tout ce qu'on voit, c'est de dire qu'il faut changer complètement de système et stopper le processus révolutionnaire. Tout ce que vous pouvez proposer en attendant ne fera que prolonger l'agonie. Tant que vous ne changez pas de système, vous prolongerez l'agonie. Et vous permettrez aux révolutionnaires de faire passer et avaler le poison révolutionnaire. Merci pour votre soutien. Partagez cette vidéo. Il me semble que beaucoup de gens devraient entendre cela. Et changer de matrice et arrêter de se focaliser sur tous ces constats qu'ils font. Ils sont toujours là-dedans parce qu'ils sont toujours dans cette matrice. Étant dans cette matrice, ils sont toujours les idiots utiles du système. À bientôt.